Tu te souviens qu'il y a à peine quelques années, on faisait peur aux gens en disant que la Terre allait être surpeuplée et qu'on n'aurait plus rien à manger? Évidemment, il y a encore plus de monde sur Terre depuis, mais quelque chose a changé. Les actualités ne parlent plus du fait qu'on va manquer de nourriture, mais plutôt qu'il n'y aura plus assez de gens. Oui, tu as bien entendu. Malgré la croissance démographique, il semble malheureusement que la civilisation humaine pourrait s'effondrer complètement dans un avenir pas si lointain. Et cela, pour une raison très simple, les sociétés des pays développés vieillissent complètement et disparaissent. Cela signifie donc que, malgré la croissance continue de la population mondiale, la population de plus de 20 pays pourrait être réduite de moitié d'ici 2100 à cause de cet effondrement. Évidemment, en plus de la population, l'économie s'effondre aussi dans ces pays, et sans exagérer, cette tornade pourrait même entraîner toute la société avec elle. Mais comment en sommes-nous arrivés à ce revirement à 180 degrés, en passant de la surpopulation à cette situation, et que peut-on faire pour éviter la catastrophe? Commençons par le problème de base. Dans les régions développées du monde, le taux de fécondité ne cesse de diminuer. Qu'est-ce que c'est? Il indique combien d'enfants, en moyenne, une femme en âge de procréer a. Dans une société en croissance, ce chiffre devrait être en moyenne supérieur à 2,1, car, en principe, 2 adultes devraient avoir au moins 2 enfants pour que la population mondiale augmente. Mais dans les régions développées du monde, nous sommes très loin de ce chiffre. La Corée du Sud détient le record négatif, où une femme en âge de procréer n'a en moyenne que 0,72 enfants. Évidemment, cela ne veut pas dire que l'enfant n'a pas une main ou un rein gauche, mais ce chiffre moyen prend en compte les familles sans enfants, avec un enfant ou avec plusieurs enfants. Le fait qu'il naisse moins d'un enfant par couple est un énorme problème, contre lequel la Corée du Sud lutte de plus en plus sérieusement depuis des années. En 2024, par exemple, ils ont créé le ministère de la Stratégie démographique, qui coordonne l'augmentation du taux de natalité, l'immigration et les questions liées au marché du travail afin d'arrêter le déclin de la population. Mais les familles reçoivent aussi un soutien économique concret. Pour chaque nouveau-né, une prime unique de 2 millions de wons, soit environ 520 000 forints est versée, c'est-à-dire qu'il récompense concrètement la naissance d'enfants avec de l'argent. Des programmes de soutien au logement sont également en place, et même les entreprises participent, puisque dans les sociétés employant plus de 500 personnes, des programmes de garde d'enfants sont obligatoires. Tout cela a eu pour résultat que l'année dernière, le taux de fécondité est passé de 0,72 à 0,76. Même si, au cours des 9 dernières années, c'était la première fois qu'il y avait une augmentation, la Corée du Sud reste la nation qui décline le plus rapidement au monde. Mais le Japon ne s'en sort pas beaucoup mieux non plus. Là-bas aussi, le nombre de naissances est à un niveau historiquement bas. L'année dernière, seulement 720 000 personnes sont nées dans l'archipel, soit 5% de moins qu'en 2023. En fait, même en Chine, la situation n'est plus ce qu'elle était. Le pays qui possède la deuxième plus grande population au monde a beaucoup changé depuis l'introduction de la politique de l'enfant unique. Les femmes chinoises mettent au monde de moins en moins d'enfants, et depuis le Covid, la population du pays diminue concrètement. Mais ce problème n'est pas seulement présent en Asie, il touche l'ensemble du monde développé. Mais pourquoi les couples ont-ils beaucoup moins d'enfants qu'auparavant? Le problème est complexe, car il englobe la transformation culturelle de la société, le fardeau financier croissant qu'implique un enfant et, entre autres, l'égalité des droits pour les femmes. Prenons l'exemple de la Corée du Sud, où la culture a eu une influence énorme sur l'apparition du problème. Les enfants sont constamment mis en situation de compétition à l'école, dans le but de tirer le meilleur de chacun. Oui, mais cela se retrouve aussi de la même manière sur les lieux de travail. C'est un principe de base, la journée de travail ne se termine pas à 5 heures, mais seulement lorsque toutes tes tâches sont terminées. Pourquoi? Parce que les gens savent très bien que s'ils quittent leur poste, il y a 10 autres candidats pour ce travail, et pour eux, faire des heures supplémentaires ne pose aucun problème. À cause de cela, le temps libre et la vie privée sont presque devenus un luxe dans le pays. Après tout ça, il n'est peut-être pas surprenant que de moins en moins de gens aient l'envie, ou même le temps, d'élever ne serait-ce qu'un seul enfant. Mais en réalité, partout dans le monde, les rôles de genre et familiaux auxquels on était habitué ont changé, ce qui réduit également l'envie d'avoir des enfants. Prenons par exemple le Japon, où les femmes doivent littéralement choisir entre leur carrière et leur famille. Évidemment, c'est un phénomène mondial, mais dans ce pays insulaire, il est presque inimaginable de concilier les deux, car ici, tout comme en Corée du Sud, on a aussi tendance à surmener les gens. Mais il est clair que le fait qu'élever un enfant coûte affreusement cher n'aide pas non plus à résoudre le problème. Il y aura une bouche de plus à nourrir chez toi, sans même parler de tous les vêtements, accessoires, jouets et tout le reste. Ah, tu aimerais sortir de temps en temps où tu dois travailler? Dans le meilleur des cas, un membre de la famille viendra t'aider, dans le pire, tu devras payer une babysitter. Plus tard, il y aura aussi les frais liés à l'école et au logement. En Chine, par exemple, la mentalité générale veut qu'on inscrive les enfants à un maximum de cours particuliers pour qu'ils acquièrent le plus de compétences possible tant qu'ils sont réceptifs.
Sauf que cela coûte tellement cher que beaucoup préfèrent ne même pas se lancer dans le projet bébé. Le fait qu'il ne naisse pas assez d'enfants signifie tout simplement qu'avec le temps, il n'y aura plus de relève sur le marché du travail. Pour exagérer un peu, il n'y aura tout simplement pas assez de gens capables de travailler. Ce n'est pas seulement un problème pour la production, mais aussi parce que les États auront de moins en moins de recettes fiscales, par exemple sur les salaires. Quand le marché du travail commence à se rétrécir, les effets ne se verront pas seulement dans les tableaux Excel. Derrière tout ce problème se trouve en fait ce qu'on appelle le taux de dépendance, qui mesure combien d'enfants et de retraités un adulte en âge de travailler doit prendre en charge. Jusqu'à présent, les pays développés s'en sortaient plutôt bien à ce niveau, mais avec la chute des taux de natalité, la situation commence à devenir précaire. Les États-Unis, par exemple, devraient atteindre un tournant historique en 2034. En effet, avec leur taux de natalité actuel, c'est à ce moment-là qu'on s'attend à ce qu'il y ait pour la première fois plus de personnes âgées que d'enfants dans le pays. Au Japon, en revanche, la situation est déjà si grave de nos jours que le Premier ministre a qualifié cette question de plus grande crise du pays. Mais la Corée du Sud, qui détient le record négatif, ne s'en sortira pas mieux non plus. Selon les prévisions, d'ici 2050, 40% de la population aura plus de 65 ans. Les mathématiques, c'est impitoyable. Plus il y a de retraités, moins il reste d'argent dans les caisses de l'État, puisqu'il faut bien les entretenir d'une manière ou d'une autre. Avec la baisse du taux de natalité, le nombre de personnes en âge de travailler et les recettes fiscales diminuent également avec le temps, tandis que les dépenses liées au système de retraite, à la santé et aux services sociaux ne cessent d'augmenter à cause du nombre croissant de personnes âgées. Le fait que les gens vivent plus longtemps grâce à un système de santé développé est évidemment une bonne chose, mais cela coûte extrêmement cher. Mais qu'en est-il de l'autre côté? Les entreprises sont confrontées à une pénurie de main-d'œuvre de plus en plus importante, car le fait qu'ils ne naissent et ne grandissent pas assez d'enfants signifie aussi qu'il n'y a pas assez d'adultes en âge de travailler. Les entreprises paniquent donc et font tout leur possible pour attirer à elles les jeunes travailleurs, qui, bien sûr, sont de moins en moins nombreux. La solution la plus évidente consiste évidemment à augmenter les salaires, mais cela ne constitue qu'une solution temporaire. On ne peut pas augmenter les salaires indéfiniment, car il faut bien que quelqu'un paie la note quelque part, et l'entreprise doit pouvoir générer ses revenus. L'augmentation des salaires entraînera donc aussi une hausse des prix des produits ou des services, ce qui, bien entendu, rendra la vie de plus en plus chère. Mais il y a encore un autre gros problème, la pénurie de main-d'œuvre ne se manifeste pas de manière uniforme dans tous les secteurs. Il existe des secteurs nécessitant une qualification particulière où ce problème est bien plus grave. Selon une étude, d'ici 2030, il y aura plus de 85 millions de postes vacants aux États-Unis en raison du manque de personnes qualifiées. Les plus gros problèmes concerneront le secteur scientifique et la santé, où déjà aujourd'hui, 77% des entreprises ont du mal à trouver du personnel pour certains postes. La pénurie de main-d'œuvre est un énorme problème, bien sûr, parce que ce sont les adultes actifs qui paient les coûts d'une société vieillissante. Ce sont eux qui génèrent les retraites, ainsi que les dépenses de santé et de services sociaux. Mais si de moins en moins de personnes travaillent, les recettes publiques générées par leurs impôts diminuent également. Donc, en réalité, les gouvernements n'ont que 3 options s'ils veulent lutter contre les coûts croissants d'une société vieillissante et le problème d'une population active de plus en plus restreinte. Ils peuvent augmenter les impôts, introduire d'autres mesures d'austérité, ou bien relever l'âge de la retraite. Cette dernière option vise évidemment à maintenir les gens sur le marché du travail le plus longtemps possible. L'objectif est clair, il faut d'une manière ou d'une autre compenser la perte de recettes publiques. Et parmi ces 3 options, presque tous les États mettent en place des mesures dans une certaine mesure. Sauf que cela ne résout pas vraiment le problème, car même si c'est plus tard, les gens partiront quand même à la retraite et il n'y aura pas vraiment plus de jeunes. D'autant plus qu'avec le départ à la retraite plus tardive des personnes âgées, les couples perdent une aide précieuse, les grands-parents ne peuvent plus garder les enfants pendant qu'ils travaillent. C'est aussi pour cette raison qu'il devient de plus en plus difficile d'avoir des enfants. Et si la population en âge de travailler diminue tandis que le nombre de personnes à charge augmente, cela conduit inévitablement à un effondrement social passé à un certain point critique. Les gouvernements doivent donc absolument prendre des mesures. Pour beaucoup, l'immigration pourrait être l'un des atouts majeurs pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. Le Canada et l'Allemagne, par exemple, ont grand ouvert leurs portes non seulement par solidarité sociale, mais aussi en raison de leur propre pénurie de main-d'œuvre. Mais l'immigration générale n'a pas permis de résoudre les problèmes des secteurs nécessitant des compétences spécialisées, auxquelles se sont ajoutées les différences culturelles, devenues un nouveau facteur problématique. La migration a autrefois réussi aux États-Unis, mais d'après les expériences des dernières années, ce n'est peut-être plus la meilleure solution. Alors, place au plan B, l'automatisation. Autrement dit, les entreprises devront remplacer les humains en chair et en os par l'intelligence artificielle et les robots, juste pour que le travail soit fait. Selon le Forum économique mondial, 41% des entreprises se préparent déjà à remplacer des humains par des machines, et dans de nombreuses entreprises, c'est un processus qui est en cours depuis longtemps.
Jusqu'à présent, ce sont surtout les chaînes de production qui ont été automatisées, mais maintenant, par nécessité, d'autres secteurs pourraient suivre. Ceux qui effectuent des tâches administratives, les comptables et même les graphistes pourraient être mis sur la touche à cause des avancées de l'intelligence artificielle. En effet, l'IA générative accomplit généralement les tâches plus rapidement et à moindre coût, et elle ne prend même pas de pause cigarette. La qualité reste certes discutable pour l'instant, mais la technologie évolue rapidement. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'elle est là et qu'elle peut accomplir la tâche. Autrement dit, elle pourrait bientôt remplacer facilement cette main-d'œuvre que les entreprises ne trouvent déjà plus, même en la recherchant activement, à cause du vieillissement de la population. Mais l'intelligence artificielle pourra-t-elle vraiment remplacer la main-d'œuvre manquante? Selon certaines études, 77% des multinationales lancent des programmes de formation afin que leurs employés puissent exploiter les possibilités offertes par l'intelligence artificielle, et elles envisagent un avenir où les humains travailleront main dans la main avec les machines. Mais en réalité, ce n'est déjà plus le futur. Dans la logistique, la santé, le commerce et bien d'autres secteurs, ce sont déjà des algorithmes qui travaillent, tandis que les humains, sans exagérer, ne font presque que superviser les processus. Les chaînes d'approvisionnement sont déjà optimisées par des logiciels, et dans plusieurs pays, des systèmes automatisés libèrent les médecins des tâches administratives. Ce qui est certain, c'est qu'avec l'expansion de l'intelligence artificielle, il faudra réorganiser notre vie, qui se déroulera de plus en plus devant des écrans. La vraie question n'est pourtant pas là, mais de savoir ce qu'il restera de la société lorsque nos communautés commenceront à disparaître. Qui ira alors au club des retraités, à l'église ou crier sur le bord des terrains de foot? Et à ce propos, revenons une fois de plus à l'exemple du Japon. Selon les données officielles, 1,5 million d'adultes vivent quasiment comme des invisibles, totalement isolés dans le pays. Ce n'est pas parce qu'ils aiment la solitude, mais parce que les anciens systèmes familiaux et communautaires se sont effondrés ces dernières années. Au Japon, le fait que des gens se retirent de la société pendant des mois, voire des années, est déjà devenu un problème de santé publique. D'ailleurs, les locaux ont même un mot spécifique pour cela, hikikomori. Il y a de moins en moins d'enfants, de moins en moins de petits-enfants, et le nombre de déjeuners familiaux intergénérationnels a chuté de façon spectaculaire. Mais malheureusement, les Japonais ont aussi un mot particulier pour désigner le fait de mourir seul, isolé, chez soi. Et c'est un symptôme parfait de notre époque. Bien sûr, cela arrive partout dans le monde, mais rien qu'au Japon, en 2023, il y a eu plus de 32 000 décès de ce type. La crise démographique causée par le vieillissement de la population se fait surtout sentir dans les zones rurales. En effet, même les rares jeunes qui naissent à la campagne préfèrent s'installer dans les grandes villes, ce qui fait que les villages disparaissent les uns après les autres. Au Japon, pour être précis, une maison sur 8 est déjà inoccupée, et en Chine, 65 millions de maisons sont également vides. Quant à la population âgée qui reste à la campagne, elle a de moins en moins accès aux services publics en raison du manque de jeunes pour faire fonctionner le système. Il n'y a pas assez de médecins, d'enseignants, et les événements communautaires se font de plus en plus rares. D'accord, tu comprends tout ça, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi? Quel impact l'effondrement social aura-t-il sur ta carrière et tes finances? Ceux qui sont prêts à apprendre en permanence résisteront mieux aux coups durs économiques des prochaines années. Ceux qui s'en sortiront probablement le mieux sont ceux qui ne se laissent pas simplement porter par le courant, mais qui se préparent consciemment à ce qui les attend.